and the home of the brave. Vous l'aviez demandé, ben non, vous l'avez pas demandé partout, c'est agressant pour tout le monde. Merci à tout le monde de revenir à l'écoute pour un autre épisode de Dress sur le tape. D'abord et avant tout, merci à ceux qui prennent le temps de m'écrire des beaux commentaires. Par rapport à des épisodes passés, j'aime toujours ça vous lire, ça fait beaucoup plaisir, je m'exprime très simplement. Non, ça fait extrêmement plaisir de vous lire, particulièrement une belle réception par rapport à l'épisode mettant en vedette Jérémy Laliberté et Jean-Michel Petit qui ont été extrêmement généreux et ouverts et qui nous ont partagé de belles histoires et je suis très content de savoir que ça vous a touché. Et merci de prendre le temps de m'écrire. C'est un épisode duquel on est très fiers ici à Dress sur le tape, qui est à la fois pertinent et touchant. Donc, bref, n'hésitez jamais à m'écrire. Ça fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Beaucoup de choses à vous dire avant de vous présenter. Louis, je sais, vous avez hâte, mais j'ai tellement de bonnes nouvelles. Première bonne nouvelle, on aura un épisode spécial World Juniors, championnat du monde hockey junior, qu'on va diffuser le 24 décembre, parce que nous, on prend une pause pour le temps des fêtes, mais lui, il était comme parfait. On vous le met dans votre bonne Noël le 24, juste avant que vous receviez vos vrais cadeaux le lendemain. Ça, c'est si vous avez une famille. C'est encore là, tu sais. Donc, l'épisode spécial World Juniors. Alors, l'idée est partie quand on avait fait notre épisode spécial pour le repêchage en juin dernier avec Charles Pellerin et Simon Sininck-Boisvert, épisode qui avait été extrêmement apprécié par les fans. On avait eu beaucoup de plaisir à le faire aussi, qui avait une super réception, qui avait beaucoup été écouté, même si on était techniquement en hors saison. Et vous nous avez beaucoup écrit à ce sujet-là, ce serait fun d'en faire plus, tout ça. Et on a décidé d'en faire une tradition biannuelle, c'est-à-dire il va toujours avoir le spécial pré-repêchage en juin, mais aussi on installe cette nouvelle tradition-là à la mi-année, l'espèce d'examen de mi-session, si on veut, des prospects et tout ça, justement pour les World Juniors, qui, pour ceux qui ne sont pas familiers, est un tournoi de hockey mondial impliquant les meilleurs joueurs de moins de 20 ans. Donc, le Canada, évidemment, une équipe à chaque année qui est très intéressante. La Suède, les États-Unis, ça donne des compétitions et des rivalités incroyables. Ceux qui n'aiment pas le hockey aiment les World Juniors parce que c'est tellement... c'est un court tournoi. Ça se passe à chaque année pendant le temps des fêtes. C'est comme un double Noël, réalité et dans nos cœurs. Que les fans de hockey sont comblés. Et c'est là qu'on découvre les joueurs avant le temps. Des Max Domi se sont démarqués là. Crosby, quand il était jeune, avait été là avec le full face parce qu'il n'avait pas encore 18 ans. Bref, ça te donne un avant-goût de voir des jeunes joueurs avant la Ligue nationale. Et ceux peut-être qui ne se rendront jamais, mais qui sont des excellents joueurs juniors. Et c'est extrêmement patriotique, c'est extrêmement excitant. Et dans mes meilleurs souvenirs de hockey à vie, c'est tout le temps les World Juniors. Le but d'Eberle contre la Russie. Ah là là là, ceux qui savent de quoi je parle, les frissons dans le cou. Alors, donc, tout ça pour dire, là, je m'emporte, vous voyez ce que ça me fait les World Juniors, ça me rend complètement ding-ding, pow-pow. C'est dring-dring en plus. Tu sais, j'en perds je suis dingo. Je suis complètement barjot! Bref, par rapport à cet épisode-là, la raison pourquoi je vous dis ça, c'est que les membres Patreon, vous pouvez nous écrire pour poser toutes vos questions que vous voulez à Charles Pellerin et notre invité expert en résidence. Ce sera pas Snake cette fois-ci, on veut juste garder Snake pour le repêchage. Ce sera un autre invité surprise. Je vous garde le secret pour le moment. Et donc, vous pouvez nous écrire toutes vos questions par rapport à ce soit prospect des Canadiens, d'autres équipes, ceux qui sont pas encore draftés pour 2019, ceux qui ont été draftés 2018, dont vous êtes soit heureux ou déçus. Toutes vos questions par rapport aux jeunes, au repêchage, par rapport à tous les joueurs du World Juniors, prédictions, les équipes, peu importe, écrivez-nous. Et pour ça, il faut être membre Patreon. Ceux qui ne sont pas encore, hello! Pour le prix d'une rondelle par mois, les amis. Une petite rondelle par mois. Vous pouvez être membre Patreon et avoir droit à ça et tous les autres avantages. Donc, vous avez juste à nous écrire sur la messagerie de Patreon. Donc, sur Patreon, sur l'interface, il y a un genre de messagerie. Écrivez-nous vos questions pour Charles Pellerin. Charles Pellerin, qui a passé à être notre... Ceux qui se demandent, c'est qui ça? Ou c'est-tu le gars qui est humoriste? Oui, c'est lui. C'est à Dress sur le tape, notre Personal Director of Scouting. Il est un peu humoriste à temps plein, mais surtout... je dirais à temps plein, mais surtout... Non, pas je dirais, mais dans le sens qu'il est... Dans ma tête, c'est un scout à temps plein. Non, mais pour vrai, Charles est un féru de hockey. Il connaît tous les prospects et pas de nom. Il les voit jouer. Il fait extrêmement beaucoup de vidéos avec les joueurs autant européens que nord-américains. C'est le genre de malade mental que j'adore. Donc, bref, c'est pas juste un dude c'est pas un gars qui écoute les lignes ouvertes, là. C'est ça que je veux dire. C'est vraiment, il connaît très, très bien son hockey. Pour ceux qui me croient pas, allez réécouter
notre épisode avec Snake, vous allez comprendre de quel genre, à quel genre d'individu on a affaire et qui avait prédit Kotkaniemi, et ça, dans les premières personnes que je connais qui croyaient et qui voyaient le potentiel réel de Kotkaniemi, Charles Pellerin. Donc, bref, vos questions sur la messagerie Patreon, ceux qui ne sont pas encore membres Patreon, déguédiner, c'est un terme que nos parents disent des fois. Donc, allez sur patreon.com/dreadsettape, envoyez-nous ça. Deuxième, check, si vous avez besoin d'autres bonnes raisons d'être membre Patreon, il y en a 1000. Mais pour le temps des fêtes, notre tirage de Noël, hein, on sent généreux, on est Père Noël un petit peu à Dreadsettape. On va faire tirer du gear, donc sweatshirt, hoodie. Bon, ça, c'est des synonymes, mais T-shirt aussi, rondelle, sticker. Donc, si vous êtes membre Patreon, on fait tirer ça parmi nos membres et vous serez peut-être l'heureux élu qui allait avoir un autre cadeau supplémentaire sous l'arbre le 25. Et évidemment, ça va être des trucs ajustés à votre taille. Là. Quand vous gagnez, on vous envoie ça. Pas « Hey, c'est un large teint ». Ça serait comme vraiment pas cool si vous faites 3 pieds 2. Donc c'est ça, c'était les messages que je voulais passer. Désolé d'avoir pris autant de temps, mais c'était important. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, je sais, là, vous dites, arrête de parler, c'est Louis Leblanc, on veut tout savoir. Louis Leblanc, pour ceux qui ne le connaissent pas, repêché en première ronde, premier tour de 2009, 18e au total par le Canadien au Centre Bell. Le monde criait son nom, un Québécois pêché à Montréal. Beaucoup de hype et beaucoup d'espoir. Et ça n'a ça n'a pas été à son goût, évidemment, et au goût des fans qui ont encore un goût amer, mais Louis Leblanc a eu une carrière dans la Ligue nationale un peu courte. Il est allé jouer un peu en Europe et il a décidé de mettre un terme à sa carrière de joueur pour se concentrer sur les études, lui qui est un étudiant à Harvard. Hein, et difficile de ne pas être d'accord avec cette décision qui est quand même à long terme excellente. Je vous informe d'ailleurs que j'ai rencontré Louis il y a de cela quand même longtemps, presque un an. Je l'ai rencontré le 16 janvier 2018. Je pense qu'il était là pour les vacances de Noël à l'époque et pour plein de raisons, on n'a pas pu diffuser l'épisode avant. Donc, voici l'épisode qui est comme un peu presque un an jour pour jour. Donc, ça fait temps des fêtes l'année passée, temps des fêtes cette année. Voici ma rencontre avec M. Louis Leblanc. Tape avec David Bocage. Louis Leblanc, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, absolument. T'es de passage au Québec là, pour un petit moment. Là, on est en janvier 2018, au moment d'enregistrer ça. T'es venu faire un petit tour pour le temps des fêtes, c'est ça? Exactement. Ça fait peut-être 5 semaines que je suis à Montréal. Okay. Ça fait quand même un bout. On a un break de 6 semaines à l'université. Puis c'est ça, j'ai passé le temps des fêtes à Montréal. Fait que Harvard, c'est work hard, party hard. 6 semaines à Noël, c'est pas rien quand même. Non, c'est ça. Je pense que il va nous donner un break là, entre les 2 sessions. On travaille très fort. Puis après, on va vous planter comme il faut. Exactement. Lundi prochain, je retourne à Boston. Puis les études recommencent. T'es-tu stressé de retourner? Non, pas vraiment. J'étais là l'année passée. L'année passée, c'était un peu plus dur. C'était la première fois que je retournais après que je jouais au hockey. Fait que c'est un peu plus dur, mais là, cette année, j'ai pris mon envol, comme on peut dire, puis j'ai du fun. Là. C'est quand exactement que tu as arrêté de jouer, la 2000... Samedi 16, ici, c'est ça? Ouais, exact. Après la saison 2015-2016. 2016, exactement. Puis j'ai retourné septembre 2016 à l'école, puis là, ça va faire ma deuxième année là, que je finis là. C'est... Quand tu prends la décision d'arrêter de jouer, quand ça fait 20 quelques années que tout ce que tu fais dans ta vie est en direction de jouer au hockey, comme manger, dormir, t'entraîner, quand tu as décidé que c'était terminé, comment t'en viens à cette décision-là, alors que la plupart des gars vont jouer en Europe pour 5-10 ans? Non, exactement. C'est une très bonne question. Écoute... j'aurais peut-être pu jouer encore en Europe dans d'autres ligues, mais pour moi, de finir mon éducation à Harvard, c'est très important. Puis long terme, je pensais au long terme que c'était mieux pour moi de retourner sur les bancs d'école, puis de finir mon diplôme, puis de terminer l'école à un âge raisonnable et non de finir à peut-être 35 ans, ou 36 ans, 37 ans. Fait que je vais avoir 28 ans quand je vais avoir fini l'école, puis je vais être prêt pour une nouvelle carrière. Cool. Toi, tu viens de Montréal, là, t'es un vrai Je viens de Kirkland. Dans l'ouest de l'île. Donc, t'es né bilingue, c'est ça? Exactement.
Le français, c'est ma langue maternelle, mais j'ai grandi dans l'anglais. Le hockey, c'était en anglais dans le West Island. Mes voisins étaient anglais, fait que j'ai appris l'anglais en même temps que le français, là, plus ou moins. Mais chez vous, c'est en français? En français. On parle en français chez moi, puis avec mes parents, mon frère. Le blanc, est-ce que t'as de la famille originaire de Gaspésie ou de l'Acadie? Sûrement, mais je les connais pas. Non. C'est pas. Toi, dans le fond, t'étais-tu une famille de hockey chez vous? C'était-tu... Non, pas vraiment. Ma mère n'a jamais joué au hockey. Mon père, il jouait pour le fun, mais jamais à un niveau compétitif. Je sais pas comment c'est arrivé. Il nous a amené patiner, puis j'imagine qu'on était un peu bon, puis on a continué dans le hockey mineur dans mon coin. Moi, de mon souvenir, je sais pas si c'est juste dans mon imaginaire, mais dans le West Island, c'était fort quand même le hockey, non? Très fort, tout le temps du bon talent. Il y en a une couple présentement qui joue en Ligue nationale. Killorn, Barbario, ça c'est de mon temps. Lauriane Rougeau qui est dans les Olympiques hockey féminin. Okay. Elle a joué avec les gars. Elle était très, très forte. Puis c'est ça, il y en a une couple qui ont quand même monté, là, collégiale ou Ligue américaine ou NHL. Ouais, wow. Puis quand je regardais ton parcours, tu sais, en prévision, puis tu as joué pour les Lions de Lac-Saint-Louis dans le Midget 3, ça c'est dans l'Ouest aussi? Exactement, dans des Ormeaux. Est-ce que tu es repêché par où tu habites ou ça n'a pas rapport? Non, mais en fait... repêché par une équipe au Saguenay? Non, il faut que tu joues dans ta région. C'est ça, le Midget 3. C'était encore jeune. Exact. Toi, tu as joué pour Lac-Saint-Louis. Lac-Saint-Louis. Puis dans le fond, toi, tu as été repêché junior majeur 2007, c'est ça? Donc après ta première année. Exact. Tu as été repêché 18. 18 à Val-d'Or. 18 à Val-d'Or. L'initial, c'était pas 18 aussi? Exactement. 18. Ça devrait être ton chiffre au hockey. Et donc, toi, tu as été repêché très tôt. Après ta première année junior à Midget 3, mais tu es resté Midget 3. Ça a été quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Mais moi, dans ma tête, je voulais m'en aller collège. C'était déjà décidé. Exactement. Puis j'avais besoin d'une place pour jouer une autre année. Fait que j'ai resté Midget 3. Puis je pense, honnêtement, cette année-là m'a mis sur la map de ben des équipes, puis ben des... C'est le moins de 18 ans, Team Canada, le moins de 20 ans. Puis j'ai eu une très bonne saison. Puis... je suis content d'avoir resté Midget 3. J'ai su me développer beaucoup. Là. C'est comment tu savais? Parce que tu sais, là, c'est de plus en plus, là, ben, surtout depuis 10 ans, là, mais avant college, c'était un petit peu une voie rare, peut-être un peu plus. Les gens, ils avaient juste en tête le junior majeur. Toi, c'est quoi? T'avais-tu entendu parler de ça? C'est tes parents? Comment tu savais? Comment t'avais entendu parler de ça? Ou... Ouais, c'est un peu des deux. Mes parents les deux sont à l'université, pas américaine, mais ici à l'Université de Montréal. T'as déjà devancé tes parents d'une certaine manière. On va pas leur dire. Puis non, les équipes collégiales venaient me voir jouer Midget 3, puis ils m'ont recruté. J'avais beaucoup d'offres de plusieurs écoles. Puis j'étais là avec mes parents à visiter les campus, puis parler aux coachs, puis parler à du monde qui ont joué collégial. Puis je pensais vraiment que c'était la route pour moi. Là. C'est qui les universités qui t'avaient approché? Évidemment, il y avait Harvard, il y avait Boston College, Boston University, Vermont, il y en a à peu près une trentaine. Là. Une trentaine? Ah, peut-être. Que tu avais le choix, là. Est-ce que tu avais des universités de l'Ouest, là, des Minnesota? Ben, pas Minnesota. J'avais moins de... Northeastern. J'avais j'avais Colorado College, j'avais Denver, honnêtement, on pourrait passer peut-être 15-20 minutes à les nommer, là. Je me rappelle pas tous des noms, là, mais... Ils avaient fait leur devoir, ils savaient tes équipes. Non, exact. Puis tu sais, avec les saisons que j'ai eu Midget 3, je créais beaucoup de bruit. Puis Ben oui, parce que ta deuxième, c'était 91 points, 43 games. Ça fait plus que 2 points par match. Là. Non, exact. Fait que, tu sais, je pourrais dire, tous les matchs Midget 3, il y avait au moins une équipe qui venait me voir. Ça te stressait-tu, ça, quand t'as 16 ans? À jouer? Non, pas vraiment, parce que tu sais, t'es jeune, puis tu sais, tu penses pas à d'autres choses vraiment. Tu joues au hockey, t'as du fun, puis après les matchs, ils venaient te parler. Puis c'était le fun, c'était intéressant. Mais vas-y, non, à la fin de la journée, tu sais, j'avais choisi 5 écoles, puis c'est ça, j'allais te demander c'était qui les nominés à la fin. Ouais, il y avait Harvard, il y avait Boston University, Boston College, il y avait le Vermont. Puis il y avait peut-être RPI dans Upstate New York. Ouais. Puis
Ouais, c'est ça. Ça, je pense que c'était mes top 5. T'avais-tu d'autres Ivy League schools, c'est-à-dire des écoles à part Harvard? Ouais, il y avait Yale, il y avait Princeton, il y avait Cornell. Est-ce que c'est parce qu'ils sont moins connus pour leur hockey que tu les as mis de côté? Non, j'aimais vraiment le campus de Harvard. C'était à Boston. Le coach, il a joué dans la Ligue nationale pendant 15 ans. Le fit, je pense que le fit était parfait pour moi. Puis, c'est une école comme Harvard t'approche. C'était dur pour moi de dire non à cette école-là. Puis je me sentais vraiment bien quand je suis allé visiter là, à 16-17 ans. Oui, je comprends. C'est tout un campus sur Harvard. Vermont, je suis toujours étonné parce que dans ces écoles-là, tu as nommé justement des Harvard, des Boston. Vermont, c'est comparé à eux, là, sans vouloir les diminuer, c'est un state college. C'est pas une école qui est aussi réputée ou qui est autant glamour que les autres. Pourquoi, comment ça, le Vermont s'est ramassé dans tes choix? Premièrement, c'est proche de Montréal. Ils sont à 2 heures. Puis, sont rentrés, ils m'ont recruté très tôt dans le processus. Fait qu'il était tout le temps, peut-être dans mes pensées, là. T'es dans les premiers, là. T'es dans les premiers d'aller me voir, puis j'étais allé là souvent, parce que de venir de Montréal, on allait à Burlington voir des games de collège, puis fait que ça était tout le temps dans l'entourage, mais finalement j'ai choisi Harvard à la fin, puis je suis content de mon choix, là. Est-ce que tu te souviens d'aller visiter le campus Harvard avec tes parents? Est-ce que c'est là que tu t'es dit, ouais, ça va peut-être être ici? Ouais, non, c'est le campus. C'est sûr, l'aréna est moins belle que certaines autres arénas dans la ligue. Pas la plus belle aréna, mais tu sais, je me disais, quand tu vas avoir fini ton bac, c'est pas de l'aréna que tu vas te rappeler, c'est du monde que tu vas avoir rencontré, puis l'éducation que tu vas avoir eue. Fait que pour moi, l'aréna, c'était important. Pour du monde, c'est très important. Ils vont faire une décision basée quasiment sur l'aréna, que je pense que c'est peut-être ridicule, mais non, c'était le complete package, là, comme on peut dire en anglais, là. Et ça, toi, au moment où tu étais à ce moment-là, tu étais approché par Harvard aussi, je pense qu'il t'offrait une bourse complète, là. Non, en fait, le problème avec les Ivy League, c'est qu'il y a pas de bourse. Ouais. Fait que c'est financial aid. Ouais. Les universités américaines, ça coûte très cher. Fait que c'est basé sur qu'est-ce que tes parents sont capables de payer. Ouais. Alors, non, c'est sûr, c'était un investissement qu'on avait décidé en famille de faire. Donc, vous deviez débourser un certain montant. Ouais, c'est ça, un montant quand même assez élevé. Puis aujourd'hui encore, c'est moi qui paye pour mon éducation. Alors, je pensais que quand tu avais des financial aid, parce que moi, je le répète, il y a des gens qui m'entendent le dire souvent dans le podcast, mais le gars qui coproduit le podcast avec moi, il est à Princeton sur un scholarship. Puis, pas un scholarship, un financial aid, excuse, parce que c'est pas, les Ivy League donnent pas de scholarship. Non, exact. Et le financial aid, dans le fond, c'est que c'est quelqu'un qui le commandite. Puis, donc, c'est un contrat avec un alumni, un ancien de l'école, qui lui fait, OK, là, t'as une candidature, parfait, t'es un Montréalais, parfait, je vais t'endosser. Et tu signes un contrat, et cette personne-là a payé. Et du moment, là, moi, je te compte de ce que lui est arrivé, là, après ça, tu me diras qu'est-ce que toi, mais, puis lui, dans le fond, il a signé un contrat pour ses 4 ans à Princeton, puis ça comprenait tout, les frais de scolarité, les livres, les vêtements, la bouffe, l'hébergement, tout, pour les 4 ans. Puis du moment qu'il signait le contrat, qu'il joue 0 ou 300 parties, c'était payé. Alors qu'un scholarship, tu peux te le faire enlever. Il peut y avoir plein de scénarios très dramatiques. Lui, du moment que c'était signé, puis c'est ça que je trouvais ça le fun du financial aid, c'est que tu dépendais pas de tes performances physiques, mais bien de juste d'être bon à l'école, de faire tes affaires. Puis j'aurais cru que tu aurais eu la même chose. Non, j'ai pas eu ça. Ça me surprend d'entendre ça, mais... Moi, ça me surprend d'entendre qu'un joueur... Mais non, c'est possible. J'imagine qu'il peut y avoir des joueurs qui se font sponsorer par des gens qui veulent leur payer leur éducation. Tant mieux pour eux. Mais à Harvard, j'ai jamais entendu parler de ça. Alors... Est-ce que c'est parce que tes parents gagnaient trop bien leur vie pour que tu sois éligible ou non? Non, en fait, c'est tout le monde est sur la même niveau, puis ils regardent, puis ils font un prix basé sur qu'est-ce que tu es capable de payer. Okay. C'est sûr, si tes parents sont pas capables de payer l'électricité. Ouais, fait que là, ça va te coûter pas grand-chose à l'université, mais si tes parents sont dans la classe moyenne, ça va te coûter quand même un prix, là. Puis toi, t'étais un bon étudiant à la base? Ouais, non, très bon étudiant. J'aimais l'école en partant. Okay. Au secondaire.
Alors, c'est ça. Le cheminement s'est fait assez... Parce que là, t'es-tu allé au cégep ou non? Non, je suis pas allé au cégep. J'ai fait mon secondaire 5 à Montréal, à Kirkland. Puis après ça... Direct, je suis allé à l'université un an après, là. Et le processus là, pour rentrer à l'université américaine, faut que tu fasses des tests, en fait, là, qu'ils appellent les SAT, c'est ça? Exactement, SAT. Ils regardent tes scores de SAT, ils prennent ton bulletin. C'est pas mal ça, il y a une formule qu'ils font, ça donne un raw score qu'ils appellent. Ouais, pour te donner une évaluation. Exactement, puis basé sur ça, puis tes performances de hockey, puis l'entrevue, etc. Sachant que Harvard est une école académiquement quand même un peu exigeante, eux, ils peuvent pas prendre des joueurs en bas d'un certain note de SAT. Parce que, je veux dire, si t'es vraiment pas bon à l'école, tu pourras pas survivre à Harvard, même si t'es un bon joueur de hockey. Non, exactement, Donc, exactement. c'était quoi le score minimum qu'il fallait que t'ailles pour aller à Harvard? En fait, le test, il a changé. Je pense maintenant, c'est sur 1600. OK. Puis moi, quand je l'avais pris, il était sur 2400. OK. Mais le score minimum, j'ai aucune idée c'est quoi. Okay. C'est vraiment une combinaison des deux, là. T'sais. Fait que si t'as, mettons, 100 au secondaire, puis ton SAT est peut-être un peu moins fort, ils prennent ça en considération. Okay. Je pensais que c'était juste les SAT. Non. Parce que justement, encore une fois, Thomas qui produit le podcast, lui, à Harvard, à Princeton, il avait dit, je ne sais plus si c'était 800, je sais pas de quoi. Ça, c'est le minimum que tu peux avoir. Non, c'est sûr qu'un... Même si t'es Crosby, si t'es en bas de ça, on pourra pas t'aider. Puis non, c'est pour ça que je te demandais. Ouais, c'est sûr qu'il y a peut-être un minimum, mais le minimum, je sais pas, honnêtement, je sais pas c'est quoi, là. On voit ça souvent dans les films à la Harvard, tu sais, Legally Blonde, ou genre, tu sais, Harvard, c'est les college, puis les college movies. C'est comment pour vrai aller à Harvard, tu sais? Je veux dire, pour vrai, là, être un étudiant à Harvard. En fait, tu sais, j'ai jamais vécu d'autres universités. Par rapport à l'UQAM, c'est pas vrai? Non, je sais pas, je peux pas comparer à d'autres écoles. Écoute, le campus est très beau. Le monde étudie, le monde font la fête comme dans n'importe quelle autre école. J'ai l'impression que t'es quelqu'un qui a juste bu du champagne, qu'on est comme, pis c'est comment du 7-Up? T'es comme, je sais pas, j'ai jamais bu de 7-Up. Non, écoute, tu sais, le monde, il y a du monde de partout dans le monde, puis... Qu'est-ce que tu trouves qui fait de Harvard une université si spéciale? En tant qu'étudiant, je pense que c'est peut-être le monde qui vont à cette école-là. Tu sais, il y a du monde, tu sais, comme la fille à Obama est là cette année. Des filles de présidents de compagnie, des grosses compagnies aux États-Unis, tu sais, ils envoient leurs enfants là. C'est les Kennedy, je pense qu'il y en a une couple qui sont allés. Est-ce que tu as rencontré des gens là-bas que tu dis, ça, c'est des contacts que c'est ben, tu peux bien juste avoir à Harvard? Ouais, non, c'est ça. C'est sûr, j'ai rencontré plein de monde que j'aurais jamais rencontré peut-être à une autre université. Du monde très intéressant, du monde qui ont peut-être de l'influence exactement. Fait que je suis content. Est-ce que comment tu te fais des amis à Harvard? Ben, avec l'équipe de hockey, premièrement. Non, c'est le hockey, tes classes. Est-ce que le monde se parle? Non, le monde se parle. C'est du monde normal. Peut-être que le monde sont tellement focus que... Non, c'est sûr qu'il y a du monde qui sont focus, qui font juste étudier comme n'importe quelle autre école. Puis il y a du monde qui prennent peut-être ça moins au sérieux, là. Ouais. Mais est-ce que parce qu'il y a beaucoup de gens, justement, quand tu dis connus, qui vont à Harvard, tu sais, le chanteur de Weezer était à Harvard, tu sais, Emma Watson avait à Brown, tu sais, est-ce que t'as déjà croisé du monde sur le campus où t'étais starstruck, t'as dit, oh mon Dieu, je peux pas, c'est pas arrivé? Non, jamais starstruck. Écoute, c'est des étudiants comme les autres, puis non, exact. Là. On n'a pas, est-ce qu'il y a des gens des fois qui te reconnaissent dans les classes, qui venaient te voir? Pas dans les classes, mais des fois sur le campus, il y a des fois des gens de Montréal ou du Québec qui viennent faire des tournées. Puis ça m'est arrivé une couple de fois que j'ai pris des photos là, sur le campus avec des gens de Montréal ou du Québec. Là. Non, ça m'a dit t'étais qui autour? Pourquoi ils font des photos? Non, exact. Peut-être j'ai une carrière country au Québec. OK. On n'a pas parlé de ton field, mais toi, qu'est-ce que tu as choisi quand tu étais à la Harvard? Quel domaine t'as choisi? J'ai choisi l'économie puis la sociologie. L'économie et sociologie. Fait que c'est ça. J'adore mes cours, j'adore mes profs. Puis je sais pas qu'est-ce que je veux faire après mes études, mais... C'était pour économie, c'est quelque chose que t'avais toujours...
Ouais, en fait, à Harvard, c'est une école liberal arts qu'on appelle. Il y a pas de finance, il y a pas de business. Fait que c'est des cours généraux. Okay. Puis je voulais avoir un mix de deux. Là, tu sais, un peu d'économie, un peu de sociaux. C'est apprendre comment que la société fonctionne. Comme on dit en anglais, des patterns. Puis non, c'est deux domaines très intéressants qui s'entrecroisent. Puis qu'est-ce que t'aimes? Est-ce que tu vois un lien entre ça puis le hockey ou ouais, la socio, tu sais, c'est des organisations, comment que des équipes fonctionnent, les relations humaines, c'est des conflits entre joueurs, coach, entre GM, c'est tout est relié. Fait que tu sais, en termes l'éducation puis qu'est-ce qui se passe sur la glace, c'est un peu différent, mais sur le côté management, côté équipe, il y a des choses qu'on revoit, là, c'est sûr. Est-ce que tu te trouves bon à l'école dans ton domaine? Ça va bien? Ouais, ça va bien, j'ai des bonnes notes. C'est sûr qu'il faut travailler fort comme dans n'importe quoi d'autre dans la vie, mais non, j'aime apprendre, j'aime étudier. Puis est-ce que tu trouves ça difficile à Harvard ou pas particulièrement, où tu dis t'as toujours, toi, mettons, par exemple, t'es un gars qui a toujours eu une certaine facilité à l'école. Mm-hmm. Comment tu trouves ça à Harvard, tu sais? Non, c'est sûr, c'est difficile. Il y a beaucoup de devoirs, beaucoup de projets, beaucoup d'examens, mais si tu vas au cours, si tu étudies, si tu fais tes devoirs, tu vas rester à l'avance, là, ouais. Ça va bien aller, là. Est-ce que tu fais des travaux d'équipe? Des fois. Comment tu choisis quelqu'un dans ta classe? Que tu connais pas? Non, c'est ça. C'est soit que tu choisis quelqu'un que tu connais ou des fois le prof fait les équipes eux-mêmes. Fait que non, le monde pense que c'est Harvard, c'est vraiment vraiment difficile, que c'est impossible à faire, mais ouais. Tu sais la chose qui est le plus dur, c'est de rentrer. Mm-hmm. Puis une fois que t'es rentré, tu sais c'est faisable. Là. Ouais. Est-ce que t'es dans des frats? Ça s'appelle, à Harvard, il n'y a pas de frat, mais il y a des maisons, des clubs, ouais. Ça s'appelle des clubs privés. Ouais, j'en fais partie d'un. C'est juste des gars, puis c'est une belle maison sur le campus. On dîne là tous les jours, on a un souper le mercredi soir, puis c'est super le fun. C'est une autre façon de rencontrer des gens qui sont à l'école, puis aussi des gens qui ont gradué il y a 10, 15, 20 ans qui reviennent à la maison pour dîner, souper ou prendre une bière. Là. Ça, c'est des clubs comme ça, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, il y en a peut-être une dizaine. Il y a des clubs juste de filles, juste de gars, il y a des clubs mixtes. C'est-tu des gens qui t'approchent toi ou c'est toi qui les approches? En fait, c'est eux qui t'approchent. Okay. En début d'année, ils vont recruter des gars qui font partie du club, puis ils vont recruter peut-être 100 gars. Puis ils vont faire des événements, puis après ça, ils vont faire des coupures. C'est comme un camp d'entraînement, ouais, mais... fait que non, c'est ça. Ouais. Fait que, est-ce qu'il a fallu que tu te prouves? Prouver... non, c'est des soupers, tu sais, puis tu rencontres les gars, tu leur parles, puis... Okay. Faut pas demander de tuer quelqu'un, ça, je veux dire. Non. Je suis à la fois soulagé et déçu. Non, c'est rien de trop fou, là. Ah, mais non, c'est des soupers, c'est des activités, puis les gars se rencontrent, puis on dit ce gars-là, c'est un bon fit ou moins bon fit, on l'aime moins, tu sais, fait que... Est-ce qu'il se passe des choses dans des c'est quoi, c'est juste des get-together, dans le fond? Ouais, c'est des get-together, puis... Eux, ils se disent, OK, lui, il a été repêché comme athlète professionnel, c'est un autre range de contact. Non, exactement. C'est on bâtit un groupe, c'est 15 gars par classe. Puis on a du fun. Écoute, on a des bons dîners, bons soupers, on a de la bière, du vin, puis c'est une place où on peut aller relaxer pendant le jour, faire nos devoirs. Puis est-ce que ils vous font-tu venir parce que j'étais allé à Princeton, cet été, puis il me disait qu'il faisait venir des shows des fois dans les clubs. Est-ce que vous faites ça des fois? Non, pas vraiment, okay. Non. Mais des fois, parce que des écoles comme ça ont des budgets, fait qu'ils font venir genre Rihanna ou font venir des artistes que t'es OK, ça coûte. Ouais, mais peut-être l'école, ils font des shows dehors, okay. Mais pas notre club spécifique, là. OK, pas forcément. Ouais. OK, cool. On était déjà rendu à Harvard, mais c'est ça, on parlait de la USHL, comme quoi tu avais déjà... En fait, quand tu as signé pour Harvard, c'était après Midget 3, c'est ça? Exact. Fait que là, pendant un an, j'étais allé à USHL. OK, donc c'était déjà signé. Donc, c'est pour ça que tu es à USHL, c'était déjà réglé, tu allé à Harvard. Exact. OK, ça, c'était déjà fait.
Là, t'es allé dans USHL, qui, quand même aussi, c'est rare, pas rare tant que ça, mais il y a des Canadiens qui vont dans USHL. Puis c'est souvent pour aller au college, ils vont rester, ils vont jouer Junior 3 ou ils vont aller dans une ligue Junior A canadienne. Ouais. Toi, t'as choisi d'aller dans USHL. C'était pourquoi, encore une fois? Qu'est-ce qui a mené à... Une très bonne ligue. Dans mon temps, ça en venait plus populaire. Puis le propriétaire de l'équipe, c'était Luc Robitaille, Mario Lemieux. Ah, OK. Fait que ils m'ont repêché. Puis Luc Robitaille m'avait appelé. Puis il m'avait dit, écoute, on te veut dans l'équipe, viens visiter la ville. Puis j'étais allé au Maroc, mes parents, on est allés voir. Puis très bon calibre de hockey. Fait qu'encore une fois, j'ai choisi... une place. C'est impressionnant quand même quand des gars comme ça t'appellent. Là, ça a un certain poids. Non, exactement. Puis quand un gars comme Luc qui t'appelle... Déjà, tu l'appelles Luc, déjà. C'est ça, on a quand même une bonne relation. Tu sais, j'ai passé des étés à Los Angeles avec lui. Puis... Vous parlez quelle langue quand vous parlez? On se parle anglais, français, là. Je pense le hockey, les Québécois qui parlent anglais, il y a tout le temps des mots en anglais qui sortent. Fait que... c'est ça. Fait que non, c'est ça. On a gardé une très bonne relation depuis Omaha. Puis quand il vient à Montréal, des fois, on va se voir. Puis t'as habité chez lui à Los Angeles? Non, j'ai pas habité avec lui, mais je me suis entraîné à Los Angeles pendant des étés. Puis c'est lui qui prenait soin de moi. Là. Fait que, ah ouais? J'étais comme son enfant. Là. un autre de ses enfants. exact. Qu'est-ce qu'il fait? Il habite-tu encore à LA, lui, c'est ça? Il habite à LA. Je suis rendu président des Kings. Oui, il est président, c'est vrai. Puis il vit sa vie. Exactement, il continue dans le hockey. Puis, il n'y a pas une femme qui s'appelle genre Shanna ou quelque chose comme ça? Stacia. Stacia, bon, tu vois, j'étais pas si loin quand même. Pas loin. Donc là, tu as joué dans l'USHL une année. Et, parce que l'affaire, c'est que l'importance de cette année-là puis de ce choix-là, c'est que c'est ton année de repêchage dans le national. Fait que tu as signé à Harvard, fait qu'il y a une certaine paix d'esprit qui est reliée à ça, mais je veux dire, tu devais quand même avoir sur l'esprit ton année. Là, c'est ton année qui va faire que tu vas être repêché, puis tu avais déjà un certain hype. Est-ce que le fait que est-ce que tu pensais que la USHL c'était la meilleure ligue pour te mettre en valeur pour les équipes de Ligue nationale? Moi, je pense que oui. Il y avait beaucoup de joueurs repêchés à Omaha. Il y avait Danny Cristo dans le temps qui était repêché par le Canadien. Fait que j'avais pas peur d'aller dans cette ligue-là pour me faire voir. Puis non, une très bonne ligue. Puis j'ai eu la chance de me faire repêcher en première ronde. Tu as fini avec 59 points en 60 games. Littéralement presque point per game. Là. Ouais. Et donc, à la fin de la saison, avec le repêchage qui s'en vient, qui est à Montréal en plus, c'était quoi ton sentiment? C'était quoi que tu entendais par rapport au repêchage? Là, tu te disais, tu allais partir en première ronde, c'était quoi qu'est-ce que tu te Oui, il y avait beaucoup de listes. J'avais aussi joué le tournoi cet été-là, moins de 18 ans. Je pense que j'avais fini premier marqueur du tournoi. Okay. Je jouais sur une ligne avec Matt Duchesne puis Taylor Hall. Puis très bonne ligne. Mais non, c'est ça. Fait qu'après ce tournoi-là, j'avais fini premier marqueur du tournoi. OK, carrément. Fait que les listes, ils sortaient. Puis je pense que le plus haut que j'ai été classé, c'était 10e. Fait que là, avec mon année USHL, une très bonne année. Fait que j'étais entre 10 puis 30. Là, donc, première ronde. Première ronde, j'étais... Si je fallait faire un bet à l'époque de première ronde, j'aurais fait un bet. Tout le monde que je parlais, c'était tu vas sortir en première ronde, on sait juste pas où. Ton agent, c'était qui à l'époque? C'était Philippe Lecavalier. OK. Qui est un autre gars de l'Oise-Lille. Exact. L'Oise-Lille, bizarre. Fait que non, c'est ça, je savais pas où, mais à fur et à mesure que l'été avançait, j'avais rencontré des équipes. Puis dans le temps, Buffalo avait le 13e choix, puis Anaheim avait le 15e. Puis les deux m'ont rencontré avant le draft, puis ont dit si t'es là, on va te repêcher. Un classique. 13e ou 15e. Fait que journée du draft, je m'attendais à sortir 13e, là, si je sortais pas plus haut. Puis quand Buffalo sont allés, ils m'ont pas pris. Fait que là, j'étais comme bon. C'est sûr que tu te souviens qu'ils ont pris. Ils ont pris Zach Cassian. Ouais. Puis Anaheim, au 15e, je pense qu'ils ont pris Peter Holland. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Fait que là, après qu'Anaheim ait choisi Holland, j'avais aucune idée vraiment. T'étais libre. Libre. Je savais pas où est-ce que j'allais sortir. J'avais rencontré les Canadiens au Combine. Mm-hmm. Puis la conversation, c'était la même que j'avais eue avec les autres équipes. Fait que j'avais pas plus de... Pas plus avancé de ce côté-là. Non, c'est ça. Fait que
sont montés au podium, puis ils ont appelé mon nom. Je veux quand même revenir sur cette journée-là parce que c'est pas une des journées les plus, j'ose croire émotives de ta vie, en tout cas, ou en tout cas spéciales. Moi, j'étais là au Centre Bell en 2009 quand t'as été repêché, j'étais dans la salle. Et dans l'aréna. Et puis, mais comment ça s'est passé cette journée-là? Je veux que tu me racontes vraiment, là, quand tu te lèves le matin de la journée de ton repêchage, puis que tu as un suit de près, puis que tes parents sont stressés, puis que comment ça se passe, là, exactement, cette journée-là? Ouais, je pense le matin. Ton souvenir. Là, ouais, le matin du draft, il y avait des événements avec la NHL. Ils font des événements promotionnels à Montréal. Fait que j'ai parti à une couple d'événements. Puis l'après-midi, c'était tranquille. Je suis retourné à l'hôtel, pris un petit nap, puis je pense vers 6 heures, il fallait être au Centre Bell. Puis là, tu sais, tu t'assois dans les estrades avec tes parents, ta famille, tes invités. Puis t'attends. T'as aucune idée vraiment qu'est-ce qui va arriver. Comment tes parents prenaient ça, eux, de repêchage? Étais-tu moins stressé que toi, plus stressé que toi? Je pense qu'ils étaient plus stressés que moi. En tant que joueur, ta saison est finie, tu peux plus vraiment faire grand-chose là, pour convaincre les équipes. Fait que je suis dans une bonne position. Je savais que j'allais sortir en première ronde. Je savais pas où. Puis c'était une question d'attendre. Je savais que j'allais pas sortir dans le top 5. Mais... Fait que, tu sais, là, j'étais stressé, mais pas si stressé que ça que les gars qui vont peut-être sortir en première ou en deuxième. Tu sais, les gars qui sont 25 à 50, tu sais pas... Ils sont peut-être venus pour rien. Exact. Fait que... fait que c'est ça. Non, j'étais pas si stressé que ça. Puis quand Anaheim t'a pas pris... Buffalo et Anaheim t'ont pas pris. Est-ce que tu étais un peu déçu? Ça se passe en temps réel. Ça se passe en temps réel, mais c'est long, là, le draft. Là. C'est comme une demi-heure par pic. Là, moi, j'étais un peu déçu. Écoute, je me suis dit, je vais sortir 13e. Ça va être cool. Ouais. Mais c'est pas arrivé. Fait que je me suis dit, bon, ben, leur liste ont dû changer. Un gars qui, évidemment, voulait Cassian avant moi. Fait que... ça fait partie de la game, puis c'est qu'est-ce qui est arrivé. Puis arriva 15, 16, 17 et 18. Et rendu à ton pic, c'était difficile d'ignorer que tout le monde dans le Centre Bell était en train de chanter Louis. Il me semble que j'avais entendu dire, je me souviens plus si tu me confirmeras ou tu me dis... Tu me diras si c'est vrai ou pas, mais que, dans le fond, juste avant qu'il te sélectionne, quelqu'un était venu te dire là, que le Canadien choisissait, non? Non, personne. Un membre des médias ou quelque chose, personne t'avait dit? Non, personne m'avait dit. Okay. Je pense qu'il avait annoncé à la TV avant qu'il le dise. C'est ça, parce que les médias ont les pics juste avant qu'ils soient faits. Pour peut-être. Fait que peut-être que dans la minute avant, quelque chose comme ça. Moi, non, je l'ai su quand Trevor Timmons l'annonçait. Okay, tu non, j'avais aucune idée. Bon, fait que c'est ça. Fait que là, ils t'ont appelé. T'es allé. Je suis allé sur le podium. Attends, avec l'ovation de la foule. L'ovation, non, c'était. Être repêché à la maison. Ouais, c'était une journée très spéciale. Écoute, la foule, le Canadien de Montréal à Montréal, ne pouvait pas demander mieux. C'était une journée inoubliable. Qu'est-ce qui se passe après qu'est-ce qui se passe dans une autre journée après que tu es sur le podium? Là? C'est quoi qui se passe dans ta journée? Après le podium, tu vas en arrière, tu vas faire les entrevues avec les médias. Il y avait à peu près peut-être 100 journalistes. Je me rappelle, j'étais peut-être un peu nerveux, là, mais après ça, tu finis le draft, tu regardes le draft avec tes parents, puis la soirée se termine. Puis le lendemain, c'est la deuxième ronde. Le Canadien m'avait invité au Centre Bell pour regarder la deuxième ronde. Puis le samedi soir, il y a un souper là, avec les joueurs repêchés du Canadien au Centre Bell. Puis la fin de semaine se termine. Puis là, il y avait le camp de développement qui arrivait, je pense, 2 semaines après. Là. Est-ce que tu te disais, OK, ça se peut pas que j'ai été repêché par les Canadiens en première ronde au Centre Bell? Ouais, c'était une journée très, très spéciale. Beaucoup d'émotions. C'est un rêve d'enfance qui se réalise. Tout se passe très vite. T'as pas vraiment le temps de digérer qu'est-ce qui vient d'arriver. Mais
Non, tu commences à le croire, tu sais, au camp de développement, tu portes l'uniforme du Canadien, t'es au centre, à Brossard, tu patines avec les entraîneurs, puis tu commences une carrière professionnelle. Souvent, quand les joueurs sont repêchés, après ça, ils vont jouer junior majeur. Mm-hmm. Puis toi, tu es allé justement à Harvard. Mais c'était pas encore annoncé que tu allais à Harvard, c'est ça? Non, c'était annoncé. Les équipes le savaient. Ouais, exact. Mais tu as quand même été repêché junior majeur. Non, puis ça, tu sais, j'avais dit à toutes les équipes que j'y allais pas junior majeur, puis Val-d'Or ont pris une chance, puis c'est dommage pour eux, tu sais, ils ont perdu un choix, mais... tu sais, j'ai été honnête dans le processus tout le long, là. Puis là, quand là, tu te rends à Harvard, t'es repêché. Cette année-là, t'as fini premier compteur à Harvard. Tu sais, comme recrue, c'est très, très, très rare parce qu'il y a des gars de... Ouais. T'as 18 ans, il y en a qui en ont 22, puis tu sais, qui sont plus forts. Mais c'est comment jouer... Tu sais, Harvard est connu pour son côté scolaire, mais moins pour son hockey. Ils ont gagné une fois, là, justement, le championnat, puis c'était avec Alain Roy qu'on a reçu. C'est la seule fois qu'ils ont gagné, je pense, le championnat, début des années 90. C'était comment jouer au hockey à Harvard. Parce que Boston, c'est quand même un état de hockey, il faut se dire. Pas Boston, Massachusetts, mais je veux dire, Boston, c'est une ville de hockey, donc il y a quelque chose là. Ouais, non, c'est une très bonne... Écoute, le programme de hockey est très fort, tu sais, ça a monté depuis que je suis parti aussi, tu sais, des gars comme Killorn, ils ont joué VC, il y a le gars Ryan Donato qui joue, qui s'en va aux Olympiques. L'année passée, on est allé au Frozen Four. Tu sais, le programme de hockey est très bon. Le monde pense que c'est peut-être moins fort que d'autres équipes, d'autres programmes, mais tu sais, je pense qu'ils ont tort. Le coach là-bas, Ted Donato, fait un excellent job. On recrute des très bons joueurs. Tu sais, je suis sur le staff présentement avec l'équipe. C'est ça, en fait, c'est ça que... tu sais, puis... Tu sais, je dis pas ça parce que je suis là, puis que... Non, c'est ça. Mais les gars qui vont là, ils veulent jouer au hockey, ils veulent faire la Ligue nationale, ils sont pas juste là pour perdre le temps du monde puis de juste étudier. Tu sais, c'est sûr qu'ils sont focus à l'école, mais le hockey, c'est une très grande partie de leur vie aussi, là. C'est une des affaires que je voulais vraiment te demander, parce que là, on a comme été un peu dans le désordre de ta vie, là, à Harvard, on est revenu au draft, ça, mais quand t'es revenu à Harvard, là, après ta carrière professionnelle, là, t'étais trop vieux pour jouer. Puis t'avais joué professionnel, tout ça. Donc, ils t'ont donné un genre de rôle, parce que techniquement, t'as pas le droit d'être, vu que t'as un licence, tu peux pas être officiellement un employé ou un coach, là. Ouais, il y a beaucoup de règles de NCAA qui y a un certain nombre de coachs ou d'entraîneurs qui peuvent être là, mais on a trouvé un moyen que je puisse rester impliqué avec les gars sur la patinoire, à l'extérieur de la patinoire, faire du vidéo, c'est les morning skate, récemment, c'est moi qui fais les morning skate, les coachs embarquent pas, fait que je fais des drills avec les gars. Mais t'étais pas à l'habillé complet, là? Non, j'étais en tracksuit, okay. Puis, non, c'est ça, c'est le fun. Avant un match, il y a à peu près 10-12 gars qui embarquent. Puis, y a-tu des gars qui t'ont joué là-dedans il y a une couple d'années? Non, j'ai joué avec personne. Ils sont un peu plus jeunes que moi, là, fait que... Une chance. Non, c'est ça, exact. L'autorité. Ouais. Est-ce que tu sens que les gars te respectent? Ouais, ils me respectent. Il y a aussi 2 Québécois sur l'équipe. Puis c'est le fun, on a une petite relation. C'est quoi leur nom déjà? C'est Frédéric Grégoire, puis Louis Zerder-Gossage. Un de Saint-Lambert, je pense, puis l'autre de NDG. J'avais lu dans un article que les gars ils aimaient ça, que tu sois là pour eux, puis que, évidemment, que tu as une petite attention particulière pour des gars chez vous. C'est vrai, ça? Ouais, non, j'adore être avec eux. Ça leur donne une autre opinion. Puis je suis plus proche de leur âge qu'ils sont avec les entraîneurs. Fait que je suis comme peut-être entre les deux, tu sais, les joueurs, le coach, puis il y a moi, là. Fait que, tu sais, j'essaie de les aider le plus que je peux. S'ils ont des questions, soit sur le collège ou sur les ligues pro. Tu sais, j'ai fait le tour de pas mal des ligues. Fait que, s'ils ont des questions, je suis là pour ça. Puis, tu sais, je sais comment c'est dans le pro. Fait que, s'il y en a qui sont proches de monter ou de faire une carrière, j'espère pouvoir les aider, que ce soit côté mental ou travailler sur leur shot ou leurs mains ou peu importe. Est-ce que ça arrive que les Québécois vont te voir en privé pour te parler en français, pour te demander des questions, dire Ils viennent me voir, mais on parle plus en anglais, là. C'est sûr qu'il y a des autres personnes aussi qui parlent anglais. Parce que... Non, exact. Puis tu sais, je parle souvent aux Québécois, mais... Comment tu trouves ça? Est-ce qu'on pourrait parler, mettons, d'une forme d'assistant coach? Oui, exactement. Comment tu trouves ça? Parce que coacher, c'est vraiment une autre
souvent, il y a des gens qui ont joué au hockey toute leur vie, tu as joué au hockey une vingtaine d'années, mais coacher, moi je l'ai fait au niveau amateur, là, pas ça, mais juste ça, tu te ramasses vraiment d'un autre point de vue complètement différent. Tu vois la game vraiment différemment. Moi, je suis juste un joueur amateur, mais juste depuis que j'ai joué puis j'ai coaché, je trouve que t'es meilleur, tu sais, parce que t'es plus, t'as une dimension où t'es plus conscient un peu de la glace que comme joueur, t'es un peu, je sais pas des œillères, mais tu voyais des trucs différemment. Mais comme coach, le rapport avec les joueurs, comment tu trouves ça, tu sais, ben justement, il y a une forme d'autorité, t'es pas beaucoup plus vieux qu'eux, mais en même temps, l'assistant coach, généralement, t'as pas l'espèce d'aspect autoritaire du coach en chef. T'es beaucoup plus proche des joueurs. Est-ce que c'est ça un peu? Ouais, exactement. Puis tu sais, je suis pas là pour les bosser puis leur dire quoi faire puis de leur faire la discipline. Tu sais, je suis là plus pas leur ami, mais je suis là pour rendre les choses un peu plus smooth, calme. Tu sais, quand un joueur ça va moins bien, je suis pas là pour le détruire puis le ramasser. Tu sais, je suis là pour j'essaie de les aider, tu sais, fait que Est-ce que ça t'est arrivé de te fâcher des fois? Non, je me fâche pas. Je suis pas là comme j'ai dit tantôt, je suis pas là pour faire des menaces. C'est pas mon rôle, c'est l'entraîneur-chef, c'est lui le coach, c'est lui qui gère son équipe. Moi, je suis là pour assister. S'il y a un morning skate qui est mou. Non, les gars le savent. Écoute, là, sont rendus au collège. Puis les gars qui patinent, c'est souvent les gars qui jouent pas le soir. Fait que ils savent qu'il faut qu'ils travaillent, ils savent qu'il faut qu'ils patinent. Puis sont assez intelligents pour comprendre que. C'est quoi, dans quel domaine, dans quel aspect tu trouves que tu es le plus utile pour les joueurs? Tu sais, alors que c'est des gars de 18 ans qui arrivent, tu sais, avec l'expérience que tu as, dans quel domaine tu trouves que tu peux le plus les aider? Non, je pense que les drills que je fais sur la patinoire, ils en font pas durant la semaine vraiment avec les coachs. C'est plus le système. Puis je leur fais travailler sur leur skill plus individuel le matin avant les matchs qu'ils ont pas la chance de faire durant la semaine. Fait que je pense que les gars apprécient ça. Puis ils viennent me voir, ils disent c'est-tu toi qui embarques aujourd'hui faire la pratique? J'ai dit oui. Fait que les gars, je vois que les gars sont peut-être plus allumés des fois il y a des différents drills que je leur fais faire. Fait que est-ce que tu bases plus toi tes portions sur les skills puis les coachs plus le système? Ouais, si on veut. Si on veut, oui. Mais si le coach il me dit quelque chose à faire le matin, c'est sûr je vais faire ça. Mais des fois il me dit t'as carte blanche puis fallait travailler. Fait que, c'est quoi les Québécois font pas beaucoup de hockey américain, tu sais, ici c'est moins connu. C'est quoi le style de hockey américain comment tu le décrirais comparé par exemple au junior majeur? C'est deux ligues différentes. Premièrement, les joueurs sont plus vieux, sont plus gros, sont plus forts. Ouais. Puis je dirais que c'est plus violent. Physique. Il y a plus d'accrochage, il y a plus de slash. C'est junior majeur. Ils suivent les règles plus ou moins de la Ligue nationale, l'accrochage. Collège, c'est plus rough, c'est plus physique. Là, dans un coin. Il y a 2 fois moins de parties, il faut dire. Ouais, 2 fois moins. Fait quand les gars jouent, ça joue. Junior majeur, des fois des 3 en 3, t'es fatigué le dimanche après-midi, ça tente pas de jouer vraiment. Fait que collège, il n'y a pas de ça. T'as 2 games par semaine pendant 4 mois. Fait que tu vides la tank à tous les soirs. Là. Mais c'est quand même du bon hockey. Hein. Non, c'est très bon. De la manière que tu l'as dit, ça pourrait paraître comme si c'est du hockey des années 90, mais non, c'est... Non, c'est moins pire que l'était. Puis aussi les gars ils ont des full cage, des cages. Protecteur facial complet. Exactement. Fait que il y a peut-être plus de high stick. Les gars font moins attention. Là, mais le calibre de jeu il est très fort. Une équipe collège, d'après moi, battrait une équipe junior majeure juste parce que c'est physiquement puis leur âge. Là. Est-ce que le calibre des arbitres est bon aussi, tu sais, vu que... Moi, non, sont très bons. Je suis pas un grand jugeur d'arbitre, là, tu sais, je suis pas un expert là-dedans, mais il y a quand même des punitions qui se font appeler, fait que... La ligue. Parce que tu sais, les arbitres sont dans la ligue junior majeure souvent parce qu'ils veulent monter. Les arbitres college, j'imagine, c'est plus des gens qui veulent arbitrer college, ils vont rester là. Ouais, peut-être. Il doit y en avoir sûrement aussi qui veulent monter là. Je sais pas c'est quoi le pourcentage, mais
Non, je dirais que les arbitres sont très bons aussi dans les deux ligues. Le coach en chef, c'est Ted Donato. Exact. C'est un ancien joueur de la Ligue nationale. Puis ça a été ton coach à toi quand toi t'as... Exactement, je pense que ça fait 15 ans qu'il est là. Okay. C'est 14 ou 15e année qu'il est à Harvard. Il est allé aussi à Harvard, il a joué là comme étudiant. Il a joué pour les Bruins, puis quand il a pris sa retraite, ils l'ont embauché comme entraîneur-chef. Boston guy. Là, exact, il vient de Boston aussi. Ah oui, ok, donc lui, born and raised. C'est-tu rare que des coachs restent aussi longtemps que ça? Il me semble que oui. Avec une équipe, il n'y a pas un taux de roulement à un moment donné? Le taux de roulement, il est moins élevé que dans le junior ou dans la Ligue nationale. Quand tu fais la job, quand tu as un bon produit sur la patinoire, il n'y a pas de problème avec les joueurs. Tu te mets pas dans le trouble. Le taux de roulement, il est peut-être plus chez les joueurs que chez les coachs. Dans le sens que, exact. Dans le sens que un coach va se faire envoyer parce que les joueurs vont rester, mais lui, les joueurs changent. Fait ça donne toujours une nouvelle chance de... Non, exact. Puis quand tu recrutes un joueur, tu l'as pour 4 ans. Mm-hmm. Fait que, ça serait dur de changer les coachs après 3 ans. Tu veux que garder le développement. Non, exactement. Puis les universités sont pas là pour changer les coachs à toutes les 2 années. Ted fait une bonne job, puis il y a peut-être une job assurée là, à vie là-bas. Oui. Là, puis aussi, les gens ne savent peut-être pas, mais coacher NCAA, surtout un gars on va dire de sa trempe, qui a joué à la Ligue nationale, qui a un certain pedigree, il gagne très bien sa vie. Là. Je veux dire, on parle c'est des salaires très, très raisonnables. Ça veut pas dire que, tu sais, parce que les gens, ils ont peut-être pas d'idée, mais les écoles comme américaines ont des budgets très élevés au niveau des sports. Fait que c'est quand même... c'est des belles vies, c'est ça que je veux dire. Non, exactement. Il vit une très belle vie. Fait que c'est parce que les gens vont penser que, comparé au coach de la NHL, mais non, il y en a qui sont le coach des Flyers, qui était le coach universitaire avant d'être... L'Université de North Dakota, ouais. Exactement, tu sais, donc c'est vraiment des coachs de haut calibre. D'ailleurs, Ted Donato, c'est lui qui t'a coaché, puis comment c'est de travailler avec le gars qui avant avait une position d'autorité sur toi? Ah, c'est différent, c'est le fun, là, tu sais, maintenant je m'amuse, tu sais, j'ai pas de stress. Je découvre un autre côté de exact, je découvre un autre côté, tu sais, je passe beaucoup de temps avec lui dans la chambre des coachs, où on va dîner, puis... Qu'est-ce que tu découvres comme Ted Donato, le coach, comme collègue au lieu d'être comme ton coach? Ah, il est super drôle. Tu sais, des fois, il peut paraître stressé, fâché, mais tu sais, quand tu coaches une équipe, ça prend... faut pas que tu sois tout le temps... Joker, relax, mais quand il est en arrière avec nous autres, c'est le fun. Il y a beaucoup d'histoires. Il a joué longtemps en Ligue nationale, fait que j'apprends beaucoup de lui. Quand t'as fait ta première année à Harvard, après ça, t'as décidé d'aller junior majeur. Puis justement, une décision qui avait été moins populaire auprès de Ted, parce qu'il perdait un de ses meilleurs joueurs, là, quand même. T'as décidé d'aller junior majeur. Comment ça s'est passé, ça? Parce que là, il y a beaucoup de monde qui donne leur avis par rapport à ça. Le Canadien est repêché, fait que tu leur appartiens. Fait que eux, ils ont leur... toi, tes parents, toi, bon. Comment ça s'est passé, après 1 an à Harvard, de dire, bon... je vais aller jouer junior majeur au Québec. Ouais, écoute, le Canadien, à l'époque, croyait que c'était mieux pour moi d'aller junior, jouer plus de matchs, être dans un marché à Montréal. Il pouvait me voir plus souvent. Il croyait que mon développement allait peut-être être accéléré. Puis, j'écoutais ce qu'il me disait. Puis, j'ai fait une décision que oui, peut-être que... ma carrière avançait peut-être pas à la façon qu'elle devait avancer. Fait que, tu sais, j'ai pris la décision d'aller junior. Puis aussi pour faire le moins de 20 ans, Team Canada, peut-être plus facile de le faire du côté junior. Fait que, à l'époque, j'avais pris cette décision-là. J'avais lu que ça, c'était une de tes motivations. Est-ce que c'est vrai que d'avoir été coupé sur l'équipe de 2010, ça t'avait quand même déçu? Ouais, ça m'avait déçu. Écoute, les circonstances n'étaient pas vraiment favorables. Tu sais, je me suis blessé au poignet peut-être 3 semaines avant le camp. J'avais pas joué pendant 3 semaines, je pense, avant le camp d'entraînement. Fait que j'étais arrivé au camp, j'avais peut-être joué 3 games depuis. Les gars du junior en avaient joué peut-être 40. Fait que c'est sûr, je partais de loin, mais c'est ça, mais l'année d'après, tu sais, j'étais dans le junior puis j'avais fait l'équipe.
vu que c'est les Foreurs qui avaient tes droits, ça veut dire qu'ils ont échangé à Montréal? Ouais, ils ont échangé, je pense, à Chicoutimi. Puis Chicoutimi l'avait échangé à Montréal, si je me trompe pas. Ouais. Puis, parce que toi, dans le fond, est-ce que tu revenais juste jouer si t'allais à Montréal? C'était ça dans le temps? C'était ça? Ou non, j'avais... Tu sais, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans les arrière-plans, mais tu sais, j'appartenais à Chicoutimi, puis eux m'ont échangé à Montréal, puis le propriétaire à Montréal, dans le temps, je pense qu'il pensait qu'il pouvait vraiment m'avoir, fait qu'il a pris une chance encore, puis... C'était qui? C'était Farrell Miller. OK. Vous jouiez à Verdun, c'est ça? Exact. Y avait-tu du monde dans les estrades? Ouais, quand même, pas si pire. C'était pas sold out, mais il y avait quand même une bonne foule. Toi, tu dormais chez vous le soir? Je dormais chez nous, ouais. Tes parents, dans le fond. Mm-hmm. Et donc là, tu as joué cette année-là junior majeur, tu sais, étais un joueur important, vu que tu étais déjà repêché, c'était ton année de... Tu avais 19 ans, là, cette année. Et finalement, cette année-là, tu l'as faite, l'équipe junior. Ouais, exact, je l'ai faite. Ça a super bien été dans le tournoi aussi. Je pense que j'ai fini 4e pointeur de mon équipe. C'est avec qui que tu jouais? C'était qui qui était sur ta ligne? En fait, je pense que j'ai joué sur toutes les lignes. J'ai joué sur la première, deuxième, troisième, quatrième. Quand une ligne allait moins bien, le coach me mettait. Puis, tu sais, C'était Dave Cameron. Dave Cameron avec André Tourigny, puis Steve Spott, je pense. Ah, ça se peut, je le connais pas. Ce qu'on se souviendra de ce tournoi-là, c'est que ça avait été un gros tournoi pour l'équipe canadienne. 10e présence consécutive en finale pour le Canada, en 2011, on parle. Et en finale, vous commencez en Lyon, 3 buts, bang, vous menez par 3 buts le match en contrôle. Et en 3e, c'était contre la Russie en passant. En 3e, les Russes marquent 5 buts d'affilée. Tout s'écroule, dont 2 buts en 13 secondes. Là. Le château de cartes part au vent. On peut pas sauver les meubles. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on menait 3-0 en 3e, puis les Russes avaient une très bonne équipe. Il y avait Kuznetsov, il y avait... je me rappelle plus de tous leurs noms, mais il y a une coupe qui sont dans la nationale. Puis, ça a été ouais. La réponse, je sais pas. Peut-être, je sais pas ça. Je pense pas qu'on a arrêté de jouer, mais ils nous ont surpris. Tu sais, le hockey, ça change vite. Tu marques un but, là. Après ça, t'es ses talons. On avait callé un time-out après 2 buts. Puis là, c'est eux qui avaient le momentum. Là. Il y avait un sentiment de panique ou... Ouais, panique. Les gars, peut-être qu'on... Le stress embarqué. Puis ils ont su capitaliser sur leur chance. Dave Cameron, il n'a pas été capable de vous ramener. Qu'est-ce que tu dis à ton équipe dans cette situation-là, tu sais? Non, tu sais, entre la deuxième et la troisième, le match était pas fini. Tu sais, le champagne était pas sorti. Puis on savait que les Russes étaient forts puis qu'ils pouvaient revenir dans le match. Puis tu sais, on a dit on joue de la même façon, on continue, mais c'était pas assez. C'est un des matchs les plus regardés des World Juniors. Il y avait comme, je sais pas combien, 6-7 millions de personnes. Ça, c'était sans compter comme le Québec, là, les 600 000 au Québec. Puis il disait qu'il jugeait que la moitié des Canadiens avaient regardé en partie ou en totalité la game à un moment ou à un autre. Tout le monde, ça avait été une grosse défaite qui a vraiment fait mal. Quand tu mènes par 3 buts et tu perds la médaille d'or... en finale, comme ça, c'était quoi le sentiment? Je veux dire, j'imagine être dans la chambre après, c'était... Non, c'était silence. Pas grand monde qui parlait. On était tous déçus. On était surpris. On savait pas qu'est-ce qui venait de nous arriver vraiment. Mais, tu sais, la vie continue. Puis, on est quand même fiers d'avoir représenté le Canada, d'avoir une médaille d'argent. C'est sûr, la médaille d'or, ça aurait été encore mieux, mais on peut rien y faire. Là. L'année d'après, c'est ta première année professionnelle. Tu montes finalement professionnel, fait que ça a marché, si on veut. On peut dire que d'aller jouer junior, ça a eu l'effet escompté. Non, exactement. Tu montes dans la Ligue américaine et écoute, t'as encore le vent dans les voiles, fait que t'as 22 points en 31 games avec les Bulldogs. Ta première saison professionnelle, puis il faut le savoir, il y a quand même un bon gap entre la Ligue américaine et la Ligue junior. Là. Je veux dire, contre
contre des hommes. Là. Tu joues plus contre des adolescents. Et ça va tellement bien cette année-là que le Canadien te rappelle. Tu joues 42 parties avec les Canadiens. Cette année-là, tu fais 10 points. C'est 42 games à ta première saison professionnelle. C'est quand même bon, là, jouer la moitié d'une saison. Ramène-moi à cette époque-là, comment ça se passait. Là. Ouais, j'ai ma première année pro, ma première game pro, j'arrive en feu. J'avais 2 passes, un but gagnant en prolongation, ma première match pro. Je me suis dit, wow, ça commence à avoir toute une carrière. ça commence très bien. Puis non, je jouais très bien avec l'américaine. Mon coach à l'époque, Clément Jaudoin, il m'adorait. J'avais du temps de glace, j'étais son gars. Puis j'étais centre. Ouais, centre ou allié droite, là, je me rappelle plus où est-ce que j'avais commencé, là. Je pense que j'étais allié droit. Puis non, ça allait vraiment bien dans la Ligue américaine. Puis après, je pense, une quinzaine de matchs, Canadien me rappelle. Puis je monte, la confiance, ça va bien. Tu sais, je produis quand même un bon rythme. Tu sais, c'est sûr, c'est pas des beaucoup de points, mais tu sais, non, mais non plus, t'avais pas 20 minutes de temps. Non, c'est ça. Je jouais ça à la 4e, 5-6 minutes par game. Fait que tu sais, je me débrouillais bien. Puis tu sais, j'étais très content après cette saison-là. Là. Ça regardait bien pour la suite, ma deuxième saison pro. Là. C'est ça. D'ailleurs, tu dois encore avoir quelque part ta rondelle de premier but puis de toutes ces affaires-là. Ouais, non, j'ai tout ça chez moi. Puis, tu sais, c'est des souvenirs que... Fait que là, après cette saison-là, 2011-2012, toi, tu te dis, OK, l'année prochaine, moi, je joue dans la Ligue nationale. Là. Ouais, mais tu sais, c'était l'année du lockout aussi, l'année d'après. OK, 2012-2013. Ouais. Puis, tu sais, j'arrive au camp, Montréal, ils ont congédié leurs entraîneurs, leur directeur général. Un nouveau staff qui arrive à Montréal. Fait que... non, tout le monde commence dans la Ligue américaine. Puis, à Hamilton. Puis, c'est ça, non? On dirait le sentiment que j'avais, c'était bizarre. Je me sentais pas partie du... Inclus. Partie du plan. Tu sais, je pense, je jouais sur la 3e ou 4e ligne dans la Ligue américaine. C'est qui le coach? C'est Sylvain Lefebvre. OK, là, tout le monde a changé même dans la Ligue américaine. Tout le monde a changé. Puis, non, je me sentais pas inclus dans le projet peut-être à long terme de Hamilton ou du Canadien, tu sais. Puis c'était quand même bizarre. Tu sais, l'année d'avant, j'avais quand même très bien joué dans la Ligue américaine, bien joué dans la Ligue nationale, mais tu sais, avec un nouveau staff, les choses changent très vite. Puis est-ce qu'on te le dit, ça, clairement? Non, mais tu sais, tu peux lire entre les lignes, tu sais, puis j'étais confus à l'époque, puis on dirait que j'avais perdu mon énergie, perdu peut-être ma motivation, puis si je connais une saison difficile dans la Ligue américaine, je me blesse à la cheville, je joue pas de match dans la Ligue nationale cette saison-là, fait que tu sais, c'est une année décevante, mais tu sais, tu te dis, OK, j'ai encore une année de contrat, puis là, une grosse été, puis je connais une très bonne été, j'arrive au camp, très bon camp, entre les matchs intra-équipe, je crois que j'ai marqué 3 buts avec le Canadien, puis là, tu te dis, wow, ça... J'ai peut-être retrouvé ma game, tu sais. Puis tu sais, on joue une game, je pense, contre les Bruins, j'avais 2 passes au Centre Bell, tu sais. Fait que là, tu te dis... ça va bien. Ça va bien, je vais peut-être retourner, tu sais. Je vais peut-être avoir une chance cette saison de commencer à Montréal ou de... Puis tu sais, je me fais couper en partant dans le camp. Fait que tu sais, c'était bizarre, tu sais. C'est une décision que je comprenais pas puis que je comprends pas encore aujourd'hui. Mais tu sais, c'est... Le monde du hockey, ils prennent leurs décisions, puis c'est le même qui voyait ça. Puis c'était Michel Therrien. Michel Therrien, puis Marc. Puis écoute, j'ai une bonne relation avec Marc aujourd'hui. Tu sais, on se parle de temps en temps, on se voit de temps en temps. Puis dans quel contexte? On se voit soit au Centre Bell ou on a des amis communs. Puis tu sais, dans le temps, j'étais déçu. Tu sais, c'est une décision que j'avais pas compris. Puis tu sais, je la comprends pas encore aujourd'hui, mais tu sais, directeur général, c'est pas un job facile, là, comme on peut voir dans toutes les équipes. Puis il y a des décisions qu'il faut qu'ils se prennent. Puis ça, c'était une décision qu'il fallait qu'ils prennent dans le temps. Puis écoute, c'est comme j'ai dit tantôt, la vie continue. Puis j'ai passé à d'autres choses, mais tu sais, j'étais dans le temps, je comprenais pas vraiment qu'est-ce qui se passait là. Là, tu sentais que ça approchait la fin avec le Canadien, j'imagine. Là, tu devais quand même être très conscient que
Ça devait achever cette expérience-là. Là. Puis comme de fait, cette année-là, 28 points en 110 games dans la Ligue américaine. Puis à l'été, t'es échangé à Anaheim. Quand t'es échangé à Anaheim, c'est quoi? Est-ce que vous aviez demandé un échange? Ou... Ouais, exact. J'avais demandé d'être échangé. Je voulais peut-être un nouveau départ, nouvel environnement, nouvelle équipe. Puis finalement, j'ai été échangé. J'aurais peut-être dû échanger l'année d'avant. Ouais. Quand je voyais que ça allait nulle part. Là. Mais non, c'est ça. J'ai été échangé. Puis... il y a des moments dans cette saison-là, quand j'ai joué à Norfolk, j'avais connu un très bon camp à Anaheim, mais je pensais que j'allais retrouver ma game. J'avais connu des bonnes séquences que je pensais que j'allais me faire rappeler, mais ça n'a pas donné. Puis l'année d'après, j'ai décidé d'aller en Europe. C'est donc là, dans le fond, t'es jeune, là, t'as 24, 25 ans. T'as fait 29 games en 111 29 points en 111 games dans la saison. Là, dans le fond, parce que tu sais, il y a des gars qui vont dire non, moi je m'accroche, puis je reste dans la Ligue américaine, puis j'abandonne pas, je retourne dans la Ligue nationale. Toi, à ce moment-là, tu dis OK, non, c'est fini pour la Ligue nationale. Ouais, comment t'en j'avais reçu un contrat de l'Europe qui était quand même très bien, puis un contrat qui paye aujourd'hui tes études. Ouais, d'une certaine manière. Puis c'était quelle ligue qui t'a approché? La KHL. L'équipe à Bratislava m'avait appelé, puis ça faisait du sens pour moi d'aller là. Puis toi, dans le fond, tu t'en allais-tu dans l'optique de revenir dans l'instant ou non? Tu t'en allais dans le sens que c'était fini, fait que t'en profitais? Non, tu sais jamais si tu vas revenir ou pas, mais tu sais, je voulais profiter de l'argent, puis d'aller là, puis de voir comment c'était là. Avant de partir, t'avais pas eu un essai avec les Islanders? J'avais signé un contrat avec les Islanders. J'avais été au camp, quand même un bon camp. J'ai reçu une rondelle en plein visage. Je me suis cassé l'os facial. L'os en dessous de l'œil. Fait que là, j'ai manqué deux semaines du camp à la fin. Je suis allé à l'américaine. Il y avait un problème de vétéran. Puis là, c'est là que l'équipe là-bas m'avait appelé. Puis m'avait fait un contrat. On peut avoir plus que tant de vétérans. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai dit... Ça va être de même, je vais aller. Je suis mieux d'aller en Europe faire de l'argent puis de vivre d'autres expériences. Fait que t'es allé dans la KHL, mais ça dit que t'as seulement joué 7 parties. Oui, j'ai joué 7 parties. Écoute, j'étais arrivé là-bas. J'avais pas mon visa pour aller en Russie. Pendant un mois, je pouvais pas jouer les matchs sur la route. Fait que c'était pas très pratique, ça? C'était pas le fun, c'était pas pratique. Puis là, écoute, j'avais pas joué, j'étais blessé, je jouais plus. Fait que là, une année, le coach, il joue plus. Fait que là, tu te dis, bon, mais là, il faut que je trouve une autre équipe qui vont me faire jouer. Fait que là, j'ai reçu un offre en Suisse. Puis, ça avait bien été en Suisse quand même. Avec la Lausanne. Lausanne. Donc, mais ça dit aussi de jouer 4 parties. Fait que ça, tu passes à la fin de la saison? Ouais, c'est à la fin de la saison. Puis là, j'avais joué un autre 7 parties, je pense, en play-off. Ouais, 6, 4 points en série, en série, ouais. Fait que, c'est ça. Fait que, j'ai pas joué beaucoup de matchs cette saison-là. Puis, ça dit même que cette année-là, ça dit aussi que tu as joué en Slovaquie. Ouais, fait que ça, en Slovaquie, j'ai joué là pendant que l'équipe de la KHL allait jouer en Russie. Fait que je jouais des matchs... Pour une autre équipe. Pour une autre équipe, juste pour me garder en shape. Fait que non, je me suis promené pas mal pendant cette saison-là. Puis... fait que c'est ça, après cette saison-là... c'est là que tu as décidé. Moi, j'ai décidé que je retournais à l'école. Puis... Parce que, est-ce que la Suisse était intéressée à te garder? Pas cette équipe-là. J'avais d'autres offres dans d'autres ligues. En Suisse, puis en Allemagne, mais je cherchais pas vraiment activement là. Fait que je me suis dit je retourne à l'école puis de passer à d'autres choses. C'est quand même tout un deuil d'arrêter ça tout d'une shot. Ouais, non, ça a été tough, mais avec les années qui passent, je suis bien avec ma décision, puis je sais que long terme, ça va être une décision qui va payer. Peut-être plus que... Puis je parle pas en termes d'argent ou je parle en termes d'expérience puis de vie, de me setter up pour une après-carrière. Ce que tout le monde se demande comme question, que c'est sûr que toi, c'est... Eux, ils voient Louis Leblanc, choix de première ronde du Canadien en 2009. Il est rendu où? OK, il a pris sa retraite, ça. Tout le monde se demande tout le temps, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi ça n'a pas fonctionné, lui? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. C'est peut-être des raisons personnelles puis aussi des raisons de circonstances. Ouais.
Après ma première saison pro, je pense que j'avais continué dans le même... La même veine. Dans la même veine, avec les mêmes coachs, avec le même monde qui était là. Je suis pas mal sûr que ça allait fonctionner encore. Puis d'un autre côté aussi, peut-être, une décision que j'aurais dû rester à l'école, de continuer à me préparer mentalement, physiquement. Puis quand c'était le moment d'arriver pro, que j'étais vraiment prête à 100%, physiquement puis mentalement. Peut-être que je suis arrivé pro, peut-être à 70%, puis... Je comprends pas, c'est dans le sens que à cause que t'avais du junior? Ouais, non, mais tu sais, j'aurais peut-être pu arriver pro à, mettons, j'aurais fini mes 4 ans à Harvard, je serais arrivé à 22 puis là... Okay, c'est ça que tu voulais dire, OK. Tu arrives à un âge plus vieux, plus mature, ton éducation est faite, ça te traîne pas dans la tête qu'un jour, il faut que je retourne. Ça, c'est quelque chose qui était dans ta tête beaucoup, le fait que t'avais... Pas beaucoup, mais c'est tout le temps là. Tu te dis, mais là, j'ai-tu pris la bonne décision de partir? Est-ce que t'es tout le temps peut-être entre deux? Puis quand tu commences quelque chose, c'est peut-être mieux de le finir. Puis que je serais arrivé pro à un âge plus vieux, puis peut-être plus prêt physiquement, mentalement. Ça aurait peut-être... Puis peut-être que j'aurais jamais joué avec nationale si je serais resté jusqu'à 22 ans. Ça, on le sait pas. Personne ne le sait. Puis... Est-ce que si c'était à refaire, c'est ça que tu ferais? Ouais, j'aurais sûrement resté collège. Je sais pas si j'aurais fait mes 4 ans, mais... T'as peut-être pas allé au World Juniors? Ouais, peut-être. On sait pas. On sait jamais. Tu sais, des joueurs qui jouent pas au World Juniors qui font des très belles carrières en Ligue nationale. Tu sais, le hockey, c'est une très belle école de vie. J'ai rencontré du monde extraordinaire. J'ai vécu dans des villes. Il y a beaucoup de choses que t'apprends pas sur les bancs d'école. Le stress, l'éthique de travail, la pression. Qu'est-ce que Louis Leblanc en 2018 aimerait dire à Louis Leblanc en 2009? Prendre son temps. Tu sais, tout le monde dans le hockey veut que tu veux tout qui arrive très rapidement. La pression, le stress, mais tu sais, je pense prendre son temps dans n'importe quoi qu'on fait, je pense que c'est très important. Tu sais, dans le temps, j'avais 18 ans, tu veux jouer dans les nationales, tu sais, si tu veux faire un peu d'argent, tu veux jouer dans les grandes ligues, mais tu sais, des fois, c'est pas le bon moment, puis de vraiment finir peut-être qu'est-ce que tu commences, puis de passer à l'autre étape. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui est amère, qui regrette? Non, j'ai pas de regret du tout. À l'époque, je pense que c'était la bonne décision. Puis, tu sais, j'avais fait le moins de 20 ans. Ma première année pro, ça avait bien été quand même. Fait que, tu sais, tout semblait fonctionner en ordre. Alors, non, j'ai pas de regret. Tu vas pas être le monsieur au bar, un peu sous au bar, qui dit « J'aurais pu jouer... » Non. Puis, tu sais, j'ai quand même joué 50 parties. J'ai vécu mon rêve. Tu sais, j'ai pu dire que j'ai porté le chandail du Canadien. C'est vrai que c'est pas rien, mais ça 50 games. Non, c'est ça. Puis... Il y a des gars repêchés plus haut que toi qui ont joué moins que ça. Ouais, puis tu sais, le monde, tu sais, il y a bien des joueurs qui sont repêchés en première ou en deuxième. Tu sais, où est-ce que t'es repêché, ça veut dire pas grand-chose. Il y a plein de circonstances qui vont faire que oui, tu vas jouer ou non. Puis il y en a qui ont jamais joué national, qui ont été repêchés plus haut que moi. Puis tu sais, je le sais, qui ont tout fait pour faire, puis ça n'a pas fonctionné. Puis tu sais, il y en a des gars comme un gars comme Scott Glennie, je pense qu'il y a des problèmes de commotion. Tu sais, ça, tu peux pas contrôler ça. Tu sais, il a joué une partie. Il a joué une partie. Fait que tu sais, c'est triste. Tu sais, il y a des choses qui arrivent. Puis tu sais, si le gars il est pas sur le party, puis il prend pas sa carrière au sérieux, là c'est une autre affaire. Mais tu sais, si le gars il essaye, puis il fait tout ce qu'il peut pour percer, puis ça marche pas, mais tu sais, tu peux rien faire là. Ouais, c'est la vie là. Tu l'as dit, tu as vécu plein d'affaires incroyables avec le hockey. T'es meilleur des bons. J'allais te donner ton meilleur et ton moins bon souvenir. On a commencé avec ton moins bon parce que. Mais ton pire souvenir dans le hockey, c'est lequel le plus doux? Mon pire? Ouais, le souvenir de quel plus. À part les blessures, peut-être côté orgueil mental, tu sais, ça serait de me faire couper. C'est mon troisième camp avec le Canadien là. Où tu sens que ou que je sentais que tu sais ça allait vraiment bien, puis que tu
tu sais, même, oublie les points, tu sais, je me sentais impliqué dans les matchs, puis... Je vois bien, tu sentais... Non, c'est ça. Puis ça, c'est peut-être mon moment le plus décevant. Puis mon moment, c'est la première fois que j'ai été rappelé dans une nationale. Pierre Gauthier m'avait appelé, j'étais à Hamilton, puis il t'appelle, il m'avait appelé d'un numéro bloqué. Puis là, tu sais, des fois je réponds pas, tu sais, des fois j'ai dit je vais répondre. Puis il était peut-être 10h le soir, puis il m'a dit t'es callé up, tu t'en viens à Anaheim demain. Fait que tu le crois pas, là, tu sais, c'est beaucoup d'émotions, puis là, t'es là, OK, il faut que j'aille chercher ma poche, mes sacs, toutes les affaires. Fait que, tu sais, je pense que c'était ça mon plus beau moment, là. Puis tes parents, étais-tu là quand t'es allé? Parce que souvent, ils font venir la famille. Ouais, non, ils sont venus à Anaheim. Eric Cole avait payé pour eux pour qu'ils viennent. Wow. Ouais, non, c'est quelque chose de... Eric Cole? Comment ça, Eric Cole avait payé pour tes parents? Comment ça a donné que... Non, j'étais arrivé à Anaheim, puis il m'a demandé si mes parents y venaient, puis j'avais dit non, là, c'était trop dernière minute, là. En moins de 24 heures, mes parents travaillaient, puis... Ouais. Fait que là, Eric, il avait dit non, tu sais, prends ma carte de crédit, puis assure-toi qu'ils sont là demain au match. Fait que, tu sais, c'est des moments que j'oublierai jamais, là. Wow, quand même, c'est pas rien. Mm-hmm. Je voulais savoir, parce que t'as parlé de... Parce que là, t'es un peu en train de... Mm-hmm. Tu goûtes un peu au coaching, tu goûtes un peu, tu finis en même temps tes études. Mais t'as dit explicitement que t'aimerais ça retourner dans le hockey, parce que une fois que t'es dans le hockey, c'est une drogue. Mm-hmm. Et puis c'est ton environnement, c'est ça que tu connais le mieux. Et t'as dit que tu voulais revenir dans le hockey dans un rôle administratif, pour te citer. Mm-hmm. C'est quoi que t'as en tête comme dans le hockey que t'aimerais faire? Ouais, j'aimerais peut-être retourner dans le hockey. Là, comme tu dis, je suis assistant coach à Harvard, mais peut-être dans un rôle comme GM, assistant GM, ça serait peut-être le fun de pouvoir bâtir une équipe et de comprendre la masse salariale, le roster, la Ligue américaine, puis de bâtir une équipe gagnante, puis peut-être un jour, avec mes expériences que j'ai eues en tant que joueur, en tant qu'assistant coach, mes études à Harvard, peut-être pouvoir tout rassembler ça, puis d'un jour être un GM dans la Ligue nationale. Et il te reste combien de temps, dans le fond, à Harvard? Il me reste 1 an et demi. D'études. OK. Donc, ce qui va faire que tu vas terminer en 2019. Est-ce que tu as déjà un plan de comme, OK, quand je finis, je veux aller... C'est quoi, comment tu... Non, j'ai pas de plan présentement. Mon plan, c'est de finir ma prochaine session qui commence lundi, puis de trouver une job d'été qui va me préparer pour... On va ramasser des fraises ou un camp de jour, peut-être? Non, mais j'aime les fraises. Je vais chercher des fraises d'été, là, mais pas. J'aime les fruits, mais... non, j'essaie de me trouver quelque chose qui va me préparer pour... quand je vais avoir gradué, d'avoir un bon emploi puis de faire ce que j'aime. C'est quoi, si tu avais le choix, là, je te dis, Louis, quand tu finis ton bac l'an prochain, je connais des gens, tu peux avoir un job, ça serait quoi ta job idéal quand tu finis ton bac? Mais honnêtement, je pense que ça serait d'être dans un bureau de la Ligue nationale, dans une équipe. Puis tu sais, je pense pas qu'à 28 ans ou 29 ans, t'es prêt pour être un GM. T'as pas assez de vécu. T'as pas assez vu de... Mais peut-être être un assistant GM pour une équipe, travailler à côté d'un GM, puis d'être son bras droit, puis de l'assister avec ses tâches quotidiennes. T'as déjà des contacts dans la Ligue nationale quand même? Non, j'ai beaucoup de contacts avec plusieurs clubs. C'est de trouver la bonne équipe, le bon timing, le bon spot. Ouais. C'est comme n'importe quoi d'autre. Puis c'est pour ça que je finis mon bac. C'est pour ça que je veux faire des expériences pendant les étés qui vont bâtir une autre sorte de CV. Là. Tu connais-tu, parce que je pense, ça me fait penser à un gars qui a travaillé, il a fait son bac en droit, mais Julien Brisebois. Ouais, en fait, je l'ai vu il y a 2 semaines au Vermont, quand on avait un tournoi, j'ai parlé. Puis je connais Julien, je connais plusieurs directeurs généraux de la Ligue nationale, des coachs, des joueurs, fait que des agents. Fait que non, je suis en processus de tout filtrer ça puis de voir qu'est-ce qui m'intéresse. Est-ce que souvent on te dit est-ce que c'est possible de passer directement dans un bureau ou les gens vont dire faut que tu sois scout avant ou faut que tu ailles sur la route ou tout? Je pense pas qu'il y ait une recette parfaite. Tu es ouvert à toutes les possibilités. Ouais, je suis ouvert à toutes les possibilités. Le monde du hockey, c'est un monde très différent
a des jobs normaux. Fait que il y a pas vraiment de chemin ou de processus qui est parfait. Je pense que ça dépend du propriétaire puis du monde qui sont en place. Là. Je m'en vais en terminant, on achève. En terminant, moi je m'en vais voir des parties. J'aime ça aller voir des parties college, j'aime ça aller voir des joueurs, puis je m'en vais dans quelques semaines voir Boston U contre UMass à Amherst. OK. Avec ils ont Cale McCarr qui joue pour UMass, okay. 4e overall l'été dernier. Boston U, ils ont plein de gars, là, des Jordan Greenway, Dante Fabro. L'année passée avec Clayton Keller, McAvoy qui était l'année passée. Ils ont aussi Brady Tkachuk, le fils de Keith et le frère de Matthew. Ouais. Et j'aime ça aller voir j'invite les gens à aller voir les fans de hockey à aller voir du college américain. Il y a des joueurs qui vont jouer dans la Ligue nationale l'an prochain qui sont en ce moment à prix très modique dans une très bonne ligue. Et on va voir la partie à Boston. Et à qui de mieux que toi que demander tes top spots à Boston? Parce que t'es quand même là depuis un certain temps. Puis, c'est quoi tes favorite spots à Boston? Que ce soit nourriture, show? Ouais, c'est ça, tes tops. Ouais, mais mes tops restaurants, il y a beaucoup de restaurants à Boston qui sont très bons. Ça dépend, c'est quoi tu cherches, là, mais... J'ai hâte des salades grecques, non, c'est vrai? Salades grecques. Non, j'allais dire tes spots en général que tu dis. Moi, il y a un bar à Boston, Sandy's, que j'habite l'autre bord de la rue. Fait que, je suis là et... Boston, il y a le parc des Boston Commons qui est très beau, que c'est très populaire, que le monde va se promener là. Beaucoup d'universités. Allez voir l'université, que ce soit BU, Harvard, Boston College, Northeastern, sont toutes dans la ville de Boston. Fait que... Tu peux toujours t'acheter un hoodie puis te faire croire que t'es allé. Exactement. Il y a tu peux les acheter partout dans la ville. Sinon, quoi d'autre? Il y a Fenway Park, que le monde ici aime le baseball. Fruits de mer aussi, il y a des bons restaurants dans sur le bord de l'eau, dans le vieux Boston, du homard, des huîtres. Fait que, c'est quoi le secret le mieux gardé de Boston? Je te pose des grosses questions. Là. Le secret le mieux gardé. Y a-t-il des endroits que tu fais? Personne ne sait que ça existe, mais ça c'est un endroit qui je dis ça peut-être que tu dis 45 heures semaine. Non, c'est ça. J'ai pas le temps vraiment de visiter la ville, mais un secret, honnêtement, je sais pas. Je pose des questions bien trop intenses. Je sais pas. Il y a pas de secret de Boston, je pense. Le secret de me garder. Louis Leblanc, c'est le mot de la fin. Mais merci Louis d'être passé au podcast. Merci, pas de problème. D'avoir pris le temps. Je m'en vais à Boston en pontant, fait que je vais passer te déranger. Là, que si je peux baisser tes notes, je vais le faire. Parfait. C'est pas vrai. Merci encore. Merci beaucoup, là. Merci. Merci à Louis Leblanc d'être passé au podcast et de répondre à toutes mes questions, même celles qu'on pourrait qualifier de type Lonely Planet. C'est pas grave, parce que les World Juniors s'en viennent. Vous pouvez poser toutes vos questions à Charles Pellerin ainsi que notre invité mystère sur tous les prospects, les championnats du monde de hockey junior, et ce seulement sur notre interface Patreon, patreon.com/DirectSurTape. Si vous n'êtes pas encore membre de Patreon, allez là-dessus. 2$ par mois, 2$! On a vraiment hâte de lire vos questions. Sinon, passez une excellente semaine. Take it easy. Okay, bye-bye now.